Vendredi 10 novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens ISN a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Mohamed Ider Al-Gabid qui succède ainsi à Ousseini Sombo. Mohamed Ider a été élu ce vendredi au terme des travaux de l'Assemblée générale organisée à Agadez. Juste après son élection, Hassan Saleh Mustafa a joint le nouveau secrétaire général par téléphone. Voici ses impressions. D'abord, je me réjouis des conditions, malgré quelques perturbations qu'avait connues le Congrès dans les premiers jours. Je me réjouis évidemment aujourd'hui des conditions dans lesquelles nous sommes quittés. Des conditions qui étaient conformes à notre thème, qui parlait de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Nous nous sommes quittés sur un engagement d'unité, nous nous sommes quittés sur un engagement d'union, de renforcement de cette cohésion-là, gage de toute réussite de ce que nous aurons amené. Vous avez été porté à la tête de cette association dans un contexte caractérisé par plusieurs revendications de l'Union des scolaires nigériens. Et comment comptez-vous mener le combat? Déjà, nous avons tenu un franc-parler avec les scolaires qui ont porté leur choix à nos modestes personnes. Nous les avons rassurés de notre engagement à défendre vaille-que-va les intérêts des scolaires nigériens. Et nous allons, Inch'Allah, sans même perdre du temps, nous consacrer à cet exercice-là de la défense des intérêts de ces militants. C'est l'engagement, c'est les engager afin de rayonner le système éducatif nigérien, afin de moderniser nos manières de faire nos monolithes autour d'une union. Puis aujourd'hui, nous étions tous d'accord qu'elle est la condition sur le canon de la réussite du mouvement que nous aurons engagé. Quelles sont déjà vos priorités? Nous avons des conditions de vie et d'études critiques, si on peut le dire. Nous avons des arriérés déjà de bourses et des questions d'infrastructure. Au-delà de cela, nous avons un retard académique déjà qui s'observe un peu partout dans les universités et dans les écoles aussi. Et nous avons des manques d'infrastructures, que ce soit au niveau des collèges, lycées et même dans nos universités. Nous avons aussi beaucoup de chantiers qui sont en arrêt, beaucoup de situations en tout cas qui sont peu honorifiques. Et déjà, c'est ces questions-là que nous n'allons pas tarder, que nous allons nous organiser, voir comment il faut les attaquer. L'équipe sortante a déjà apporté plainte contre X relativement à la mort, à l'assassinat de votre camarade Bagalé. Et vous, comment vous allez vous y prendre? Oui, je crois que ça, c'est un processus qui a déjà connu des suites. Et la question de Bagalé était l'une des questions qui a vraiment suscité beaucoup d'engouement suite aux efforts qui ont été consentis par l'ancien comité directeur dont nous faisons partie. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le dépôt de la plainte, nous allons nous inscrire dans ce processus-là, évidemment, qui est de poursuivre ce combat-là pour la réclamation de la justice de Mala Bagalé. Quelle garantie vous donnez aux scolaires nigériens? Nous avons promis aux scolaires l'engagement de les défendre dans la responsabilité qu'elles puissent être, aussi dans nos capacités à prendre des décisions qui sont sages et responsables, qui vont un peu caractériser l'image des scolaires nigériens et l'image de l'école nigérienne. Nous les avons rassurés de notre engagement à être là au moment qu'il faut et aussi à être capable de prendre les décisions qu'il faut, qui peuvent être de l'intérêt des scolaires nigériens et de l'intérêt de l'école nigérienne en général. Cérémonie de commémoration du 30e anniversaire de la mort du général Seni Kunche. C'était ce matin dans son village natal de Fondou. Détail avec Abdrazak Léo et Chebou Disso. Aikul Kangaki Balao. Dan kanga bori fay dan kanga kanda bori c'est la kaltunay iko makambandi 10 novembre 1987 10 novembre 2017 exactement 30 ans aujourd'hui que le général Seni Kunche s'en est allé. L'homme qui a présidé le Niger d'avril 1974 au 10 novembre 1987 était un homme d'État, un exemple du règne socio-patriotique. Le président Kunche est un militaire hors pair parce qu'il a le respect et le sens de la responsabilité que lui recommande l'armée. Voilà un militaire qui n'a jamais usurpé de titre. Il a pris les commandes de l'État le 15 avril 1974 avec le grade de lieutenant-colonel et il a fallu 1979 pour qu'il soit colonel et il a respecté l'avancement normal. Deuxièmement, le président Kunche a une démarche purement africaine, une démarche nationaliste.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kounché a amené d'abord la politique verte au Niger. Puisque dans les slogans qui l'ont fait prendre le pouvoir, renverser le pouvoir, Boubou Diori, il avait dit qu'aucun Nigérien désormais ne va mourir de faim et de soif. Et c'est ce qui fut fait. Le président Kounché également a cultivé la plantation des arbres, ce qu'on avait appelé la fête de l'arbre. À un moment c'était les scolaires, ensuite c'est la jeunesse elle-même à travers la Samaria et c'est pratiquement tout le pays. Le général Kounché avait développé l'agriculture, l'irrigation et le monde rural, ce qui lui a valu le prix de Dr Honoris Causa en agriculture en 1984, c'était aux États-Unis d'Amérique. Le président Kounché, c'est quand même un chef d'État qui n'inspirait pas à lui, à sa famille, à ses enfants. La preuve, après quand même 13 ans de règne, si vous regardez qu'est-ce que le président Kounché a laissé à sa famille, c'est peut-être une ou deux maisons. Le président Kounché, ses enfants fréquentaient l'école avec les enfants des pauvres. Un héritage pour l'émergence du Niger, c'est ce qu'il a laissé aux Nigériens. Le Niger ne connaissait pas la rébellion avec le président Kounché. Le Niger ne connaissait pas de vol avec le président Kounché. Le Niger ne connaissait pas la corruption avec le président Kounché. Le Niger ne connaissait pas l'injustice ou l'instrumentalisation de la justice avec le président Kounché. Avec regret aujourd'hui, 30 ans de recul, et qu'est-ce que cet homme nous a laissé? Il nous a légué quand même le patriotisme, le nationalisme, mais aussi le respect de la dignité humaine. Le général Seyni Kounché est arrivé à la tête du Niger suite au coup d'État d'avril 1974 contre le président Djori Hamani. Vous l'avez sans doute corrigé de vous-même, c'était le témoignage de l'acteur de la société civile Lawali Aboubakar par rapport au régime du général Seyni Kounché de 1914 à 1987. Je l'annonçais aussi, cérémonie de commémoration du 30e anniversaire de la mort du général Seyni Kounché. C'était ce matin dans son village natal de Fondou. Détail avec Abdrazak Léo et chez vous, Guisso. 10 novembre 1987, 10 novembre 2017. Cela fait exactement 30 ans que le général Seyni Kounché est décédé. Cette cérémonie à Fandou, son village natal, à une centaine de kilomètres de Niamey, est un hommage, une commémoration, mais aussi l'occasion de dire une fatia pour le repos de l'âme du disparu. Mon intervention est une salutation de toute la famille Gabay, qui se réjouit de votre présence massive à nos côtés aujourd'hui à Fandou pour la fatia dédiée au repos du général Seyni Kounché. Cela fait 30 ans que Kounché nous a quittés. Mais son souvenir et sa présence sont restés immortels. Une commémoration en présence de plusieurs invités de marque et d'officiels, mais également de frères d'armes et compagnons du feu général Seyni Kounché. En tant que compagnon de Seyni Kounché, rappelez à ceux qui ne connaissent pas que Seyni Kounché et moi, nous nous sommes rencontrés dans l'armée française. Il était sergent, j'étais sergent-chef. Puis après, nous nous sommes retrouvés au sein de l'armée nigérienne. Notre amitié s'est consolidée depuis ce temps-là. Dieu seul sait qu'est-ce qui s'est passé. Il a été un très grand patriote, un homme qui a toujours mis en avant son pays, un homme qui a créé toutes les conditions pour que la cohésion sociale, l'unité nationale soit des réalités dans notre pays. Et un homme qui a bâti, ce qui fait que 30 ans après, son souvenir, ses actions, ses œuvres restent toujours vivants dans les esprits. Il est agréable d'écouter les conférences de cadre du président Seyni Kounché parce que à chaque rencontre, il a du nouveau à nous apprendre. Ça veut dire qu'il y a une progression entre l'ancien et le nouveau. Donc, il n'y a pas de platitude, il n'y a pas d'ennui et on a toujours à apprendre. Au cours de cette cérémonie commémorative, une exposition photo a eu lieu et elle a pris fin
par la visite de la dernière demeure de celui qui a dit, et je cite, « Le Niger est notre bien, certainement notre bien le plus précieux ». Fin de citation. Le groupe parlementaire Lumana Zanzam a rendu public hier une déclaration sur la situation socio-politique du pays, notamment sur la loi de finances. Un extrait de cette déclaration avec le président Issifou Issaka avant de le retrouver en intégralité en partie magazine. Le programme dit de renaissance, qui constitue le socle sur lequel sont bâties les politiques publiques, manque d'objectifs fiables permettant d'améliorer véritablement les conditions d'existence des populations nigériennes. Les différents budgets y afférents sont loin d'être des instruments efficaces de politique économique, c'est-à-dire des budgets qui favorisent et qui soutiennent l'activité économique du pays. Ce sont plutôt des budgets conçus pour enrichir les princes qui nous gouvernent à travers des dépenses de prestige, comme l'illustrent les observations ci-après par rapport au projet de loi des finances pour l'année 2018. Les dotations budgétaires de la présidence de la République s'élèvent à 157 milliards 919 millions 965 637 francs CFA, soit 8,3% du montant global du budget de l'État. Le cumul des prévisions budgétaires de l'enseignement supérieur, 2,7%, de l'enseignement professionnel, 0,9%, et de l'enseignement secondaire, 2,5%, n'atteignent guère le montant de la présidence. Le développement rural, à savoir l'agriculture et l'élevage, 5,6%, l'hydraulique 2,5% et l'environnement 0,5% équivaut à peine à la dotation de la présidence. La santé et l'éducation nationale ne bénéficient respectivement que de 5,6%, 6,8% des dotations budgétaires. Le montant global alloué aux institutions constitutionnelles, à savoir 209 milliards de francs CFA, soit 11% du budget, dépasse de loin celui affecté au développement rural. Les charges communes, qui sont une rubrique fourre-tout, gérée par le seul ministre des Finances, sont mieux dotées que tous les secteurs sociaux réunis, avec 325 milliards 673 millions 621 851 francs CFA contre 311 milliards 566 millions 177 327 francs CFA. Cette rubrique doit faire l'objet d'une réduction drastique et ses crédits répartis entre les secteurs sociaux, l'emploi et l'énergie. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette déclaration. Le Premier ministre a visité cet après-midi la digue de protection de Goudel construite par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U. Objectif, faire le constat de la qualité des travaux. C'est ce qui nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Après la réception de la digue par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes le 9 novembre dernier, ce fut le tour du chef de gouvernement de parcourir à pied sur une centaine de mètres la digue de protection de Goudel. Après la visite, le Premier ministre nous livre ses impressions. C'est une digue de protection, protéger les populations, protéger les cultures. Et nous avons plus de 4000 mètres. Et vous voyez les matériaux qui ont été utilisés pour faire cette digue. C'est des matériaux pratiquement définitifs. Il nous a été dit que sa durée de vie est d'au moins 25 ans. Donc pendant 25 ans, on n'aura pas de gros travaux à faire sur cette digue. Et c'est vraiment vital comme ouvrage. Et ici, les caractéristiques de cette digue, c'est que elle protège plus de 30 000 personnes.
et plus de 100 hectares d'aménagement. C'est important, 100 hectares d'aménagement du riz. Le projet PGRC va s'atteler à développer ce genre d'infrastructure pour protéger durablement le capital que nous avons de production. Donc c'est une réalisation que nous saluons en tout cas. Je sais que les populations sont très fiers de cet ouvrage. L'entreprise qui a achevé les travaux à temps a été récompensée par le gouvernement, ce qui réjouit à plus d'un titre le responsable de l'entreprise, Moret. On est vraiment très content, très heureux, très fiers que toutes les autorités aient apprécié notre travail. C'est une fierté pour nous. Voilà, et certains se demandaient si est-ce qu'il y a eu une digue construite de la sorte jamais au Niger. Effectivement, le projet a répondu que c'est la première fois qu'on construit une digue comme ça. On est le premier à le faire. C'est une fierté pour nous. Dire qu'en tant qu'entrepreneur, quand on nous demandera de faire quelque chose, quelle que soit en tout cas la difficulté ou bien la complexité de la chose, on sera à mesure de le faire. Il suffit de nous donner, on va le faire, soyez-en sûrs. Et c'est pas la première fois. Le président de la République a fait un lancement sur un de nos barrages qu'on a construit à Kassama. Quand on voit le barrage, on se dit est-ce que c'est un Nigérien qui a fait le barrage. En son temps, c'était dit que c'est le plus grand barrage des Anders. Aujourd'hui, ça c'est une digue de 4 km et quelques, les gens s'émerveillent. C'est Nigérien, 100%. Cet ouvrage réalisé par le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGRC2U contribue non seulement à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires, mais aussi à l'embellissement de la ville de Niamey. Les habitants du quartier Kalaï Plateau sont en colère contre un de leurs chefs coutumiers. Motif fustigeux, le morcellement et la vente des espaces publics du quartier. Le reportage de Ismaël Moumni et Sadou Doumi. Manifester leur mécontentement contre la vente des espaces publics semblerait-il par le chef du quartier, raison de cette colère des habitants de Kalaï Plateau qui voient l'avenir de leurs enfants hypothéqués à travers la vente de l'unique espace public du quartier réservé à l'école primaire. Dans l'accueil des lieux a déjà commencé à défaire les hangars construits la veille. Nous sommes dans le quartier Kalaï Plateau ici. Nous avons une seule place publique. Donc on n'a pas d'école primaire et jardin d'enfants. On a fait une demande au ministère pour pouvoir nous créer une école. Donc ils nous ont attribué l'endroit. Donc maintenant, au dernier moment, ils ont venu installer 6 classes. Donc ce soir, nous sommes là. À notre grande surprise, ils ont venu de désinstaller les classes. Donc nous aussi, c'est à cause de ça qu'on a pu regrouper les gens du quartier pour les informer que vraiment voilà les enfants. Nous sommes plus de 2000 personnes dans ce quartier. Mais aujourd'hui, on n'a pas une école. Il faut que les enfants travaillent sur le grand goudron pour aller juste de l'autre côté de Niamey, pour aller étudier. Donc vraiment, le quartier est menacé. Il y a un seul individu qui vient ici chaque fois nous menacer de dire que l'endroit l'appartient. On a dit qui est cette personne? Il a dit que c'est pour une école qui s'appelle un certain école Al-Heri. C'est une extension. Nous, Al-Heri, notre Al-Heri là, c'est notre quartier et notre place publique. Les habitants du quartier disent ne pas cautionner cela et demandent l'intervention des autorités. On fait appel aux autorités compétentes pour les faire comprendre que voilà ce qui se passe. En fait, ce n'est pas même le régime qui n'est pas bon. C'est les gens là qui sont autour de Youssouf qui vont entendre. Et on veut que notre message soit au ministre et au président de la République. Il nous casse attendre. Voilà ce que nous on plaira aujourd'hui. On veut un aide. Vraiment. Les inspecteurs sont venus, ils ont implanté les classes. C'est 6 classes ce matin. Mais à nos grandes surprises, on est venu le soir, on a trouvé 4. Donc ils ont déterré les 2. Ils ont parti avec. Tout ça, c'est des enfants. Tout ça, c'est des élèves qui traversent le grand goudron. Ça fait, ici avec l'école qu'ils fréquentent, ça fait 2 km. Donc vraiment, on n'est pas d'accord sur ça. Comment peut-on morceler une place réservée à l'école et le vendre à un particulier? Ces genres de situations inédites doivent cesser. À cet effet, le ministre en charge de l'éducation et celui de l'urbanisme doivent avoir un regard dans cette affaire. Ouverture hier jeudi 9 novembre au Palais des Congrès de Niamey de la première édition du Salon national de l'entrepreneuriat féminin. Un salon qui se tiendra du 9 au 11 novembre. Abdrazak Léo et Aboubakar Souley.
Cette cérémonie marque l'ouverture du Salon national de l'entrepreneuriat féminin, SANEF, placé sous le marrainage de la première dame Hadja Issata Issoufou. Et pour cette première édition, ce salon se veut innovateur et vise à promouvoir l'image du Niger pour le leadership féminin, avec pour thème entrepreneuriat féminin, opportunités, enjeux et défis. Pendant 3 jours, ici au Palais des Congrès de Niamey, le SANEF alternera conférences et ateliers de formation, exposition de talents, distinction de pépites nigériennes, business meeting, afin qu'au sortir de cet événement, toutes les participantes venues des 4 coins du Niger soient mieux outillées sur les ficelles de l'entrepreneuriat féminin et les voies de financement à leur disposition. La présente cérémonie officielle de lancement de la première édition du Salon national pour l'entrepreneuriat féminin m'offre l'agréable occasion de rendre hommage à la jeunesse nigérienne qui témoigne à suffisance à travers cette initiative qu'elle est consciente des enjeux économiques auxquels fait face notre pays et qu'elle est désireuse d'en relever les défis. En effet, lorsque ces jeunes femmes entrepreneurs et dynamiques ont exposé au département ministériel le projet du SANEF, nous y avons perçu une initiative salutaire et louable à plus d'un titre. Ce salon trouve tout son sens tant il est indiscutable que l'entrepreneuriat féminin constitue un levier puissant pour l'autonomisation de la femme et la croissance économique. Le Niger donc, la population est majoritairement composée de femmes, ne peut donc que se réjouir d'une telle initiative qui cadre parfaitement avec les objectifs du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Aussi, l'État, avec l'aide de ses partenaires, a mené plusieurs actions parmi lesquelles on peut citer la création des maisons de la femme dans toutes les régions du pays, la création de plusieurs institutions de microfinance, l'élaboration d'une stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme, la création de la maison de l'entreprise, la création de la chambre de commerce, l'existence d'un réseau de femmes chefs d'entreprise, la réalisation d'un répertoire des femmes entrepreneurs, la formation des femmes entrepreneurs, etc., pour ne citer que cela. Le SANEF, première édition, c'est du 9 au 11 novembre 2017 et c'est entreprendre, innover, apprendre et réussir. Après la sortie médiatique du ministre de la Santé, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SISAS, s'est prononcé par rapport à la fermeture des établissements de soins privés. Le reportage de Asmaou Seydou et Halidou Brema. Suite à la sortie médiatique du ministre de la Santé sur la fermeture de plusieurs établissements de soins privés, le secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SISAS, donne son appréciation. Nous, au niveau du SISAS, depuis que ce ministre était syndicaliste comme nous, tous les débats que nous faisons le combat, nous faisons le débat pour qu'on respecte les textes. Et cette loi de 98-016 du 15 juin 1998 a prévu toutes ces dispositions, madame. À son article 6, elle a déjà dit que vous ne pouvez pas, en tant que fonctionnaire de la fonction publique, vous ne pouvez pas encore exercer dans le privé. Ça, c'est la loi qui l'a dit. Et une autre disposition de l'article 7 de la loi, elle dit, ça c'est le contrôle d'autorisation et d'exercice. Vous ne pouvez pas exercer si vous n'avez pas l'autorisation. Et si vous n'avez pas l'autorisation, l'annulaire de l'article 8 dit que on peut vous faire une amende de 100 000 à 500 000. Mais quand vous récidivez, on doit se fermer. Et ça, c'est le tribunal qui ferme pour une période de 5 ans à plus. Alors, si le ministre est venu appliquer ces textes-là, alors qui va le dire faux? Si c'est une autre application qui a été faite en dehors de ces textes, on va dire non, monsieur le ministre. Si ce ministre respecte la loi, mais on ne peut qu'applaudir. Occasion pour le secrétaire général du SISAS de faire le point sur la situation des agents contractuels de santé. Ici, au niveau du bureau national, nous avons fait l'analyse. Et cette analyse que nous avons faite, madame, il y a 4770 contractuels de collectivités qui sont payés par les collectivités. Alors, quand vous multipliez 4770, multiplié par 55 000, tout diplôme confondu, vous allez voir, en 2 mois, on peut payer avec le salaire cumulé des avantages
du Premier ministre par semaine, des avantages de l'Assemblée par semaine, de l'avantage de la présidence par semaine. On peut payer ces contractuels qui, il faut le rappeler, sont en train d'exercer à 0 francs. Ils sont en train de traiter nos parents parce qu'ils sont en train de traiter ceux qui sont en bourse. Quand vous allez payer pour qu'on vous soigne et que celui qui va vous soigner, son sac de riz est vide, madame, il va vous faire quoi? Pensez-vous qu'il va vous administrer des bons soins? Ou bien pensez-vous qu'il va vous faire des soins qui vont vous dire que vous serez guéri et que demain vous n'allez pas payer pour qu'il ne puisse pas mettre de l'argent dans sa poche pour qu'il ne puisse pas payer du riz? Il faut dire la vérité, la population nigérienne, elle est en danger. Nous avons soumis ce problème au ministre de la Santé publique. Après donc une réunion tenue entre le ministre et les syndicats, ce dernier espère avoir une meilleure solution dans les plus brefs délais. Car, comme a-t-on coutume de dire, la santé n'a pas de prix. Place à présent à la partie magazine consacrée à la déclaration du groupe parlementaire Zamzam Lumana Zamzam. Très bonne réception à vous. Depuis l'avènement du régime de la 7e République, le processus budgétaire au Niger a toujours été caractérisé par d'importants écarts entre les prévisions des crédits budgétaires et les dépenses réellement effectuées d'une part, et entre les résultats attendus et ceux atteints d'autre part. Cette situation est due à certains facteurs liés aussi bien à la préparation qu'à l'exécution du budget, dont on peut citer une élaboration des budgets limitée à des reconductions des crédits budgétaires précédents ajustés de manière irréaliste, une surestimation des ressources et des capacités techniques à exécuter les prévisions budgétaires, un manque de transparence dans le processus d'arbitrage et d'exécution budgétaire, une allocation et une répartition des crédits budgétaires au détriment des secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'agriculture, l'inexistence d'une obligation de résultat, conséquemment d'aucun indicateur pour mesurer la performance des agents techniques et des gestionnaires de crédit. C'est que, en vérité, le programme dit de renaissance, qui constitue le socle sur lequel sont bâties les politiques publiques, manque d'objectifs fiables, permettant d'améliorer véritablement les conditions d'existence des populations nigériennes. Les différents budgets y afférents sont loin d'être des instruments efficaces de politique économique, c'est-à-dire des budgets qui favorisent et qui soutiennent l'activité économique du pays. Ce sont plutôt des budgets conçus pour enrichir les princes qui nous gouvernent à travers des dépenses de prestige, comme l'illustrent les observations ci-après par rapport au projet de loi des finances pour l'année 2018. Les dotations budgétaires de la présidence de la République s'élèvent à 157 milliards 919 millions 965 637 francs CFA, soit 8,3% du montant global du budget de l'État. Le cumul des prévisions budgétaires de l'enseignement supérieur, 2,7%, de l'enseignement professionnel, 0,9%, et de l'enseignement secondaire, 2,5%, n'atteignent guère le montant de la présidence. Le développement rural, à savoir l'agriculture et l'élevage, 5,6%, l'hydraulique, 2,5% et l'environnement, 0,5% équivaut à peine à la dotation de la présidence. La santé et l'éducation nationale ne bénéficient respectivement que de 5,6%, 6,8% des dotations budgétaires. Le montant global alloué aux institutions constitutionnelles, à savoir 209 milliards de francs CFA, soit 11% du budget, dépasse de loin celui affecté au développement rural. Les charges communes, qui sont une rubrique fourre-tout, gérée par le seul ministre des Finances,
sont mieux dotés que tous les secteurs sociaux réunis, avec 325 milliards 673 millions 621 851 francs CFA contre 311 milliards 566 millions 177 327 francs CFA. Cette rubrique doit faire l'objet d'une réduction drastique et ses crédits répartis entre les secteurs sociaux, l'emploi et l'énergie, car maintenue comme telle, elle insiste à la limite à une gestion moins transparente des crédits budgétaires. L'entrepreneuriat des jeunes est mis aux oubliettes avec seulement 98 851 690 francs CFA de dotation budgétaire. On constate par ailleurs des inscriptions budgétaires multiples pour une même activité. À titre d'exemple, une inscription au cabinet du Premier ministre d'un montant de 2 milliards 147 519 404 francs CFA au titre de l'appui à la mise en œuvre, à la coordination et au suivi évaluation de l'action gouvernementale, et une autre inscription à la présidence d'un montant de 25 milliards 815 819 372 francs CFA pour la même activité. Eu égard à ces observations, il apparaît clairement, en dépit du faible financement des secteurs sociaux de base qui impactent le mieux-être des populations, c'est paradoxalement ces dernières, c'est-à-dire ces populations, qui sont sollicitées pour financer ce budget à hauteur de 1031 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. S'agissant justement des recettes fiscales, le ministre des Finances l'a martelé. L'objectif poursuivi est l'élargissement de l'assiette fiscale. Toutefois, au lieu de mettre l'accent sur la nécessité de faire rentrer certains citoyens dans le champ d'application de l'impôt, tout en recouvrant l'existant, nous assistons à une augmentation de la pression fiscale, c'est-à-dire la création de nouveaux impôts et taxes avec pour conséquence l'aggravation du coût de la vie. Sans être exhaustif, on peut noter, en matière d'impôt sur les plus-values de cessions immobilières, il est institué, à l'occasion des certificats de vente, un minimum de perception allant de 100 000 à 1 million de francs CFA selon les localités et selon que le terrain soit nu ou bâti. Il est proposé la création d'une taxe d'habitation assise sur la puissance du compteur électrique qui varie de 1 000 francs CFA à 7 000 francs CFA. En matière d'impôts synthétiques, il est prévu le rehaussement des taux de 2% à 5% pour le commerce autre que les ambulants et de 3% à 7% pour les prestataires de services autres que le transport, avec respectivement un minimum de perception de 60 000 et 80 000 francs CFA. Cet impôt fera l'objet d'un traitement spécifique pour le commerce ambulant, le secteur des transports, les débits de boissons et autres restaurants. Pour le commerce ambulant, le montant annuel de l'impôt varie de 32 500 francs CFA pour un chiffre d'affaires mensuel de moins de 100 000 francs CFA à 1 400 000 francs CFA pour un chiffre d'affaires supérieur à 3 500 000 francs CFA, mais inférieur à 4 166 000 francs CFA. Pour le secteur des transports, l'impôt synthétique annuel varie de 50 000 francs CFA pour les pirogues à moteur à 400 000 francs CFA pour les autocars de plus de 70 places assises. S'agissant des restaurants, il varie de 200 000 francs CFA à 2 400 000 francs CFA pour des chiffres d'affaires mensuels compris entre 300 000 francs CFA et 3 500 000 francs CFA. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA,
sera désormais appliqué à certaines activités, biens et produits de première nécessité dont les prix vont flamber. Ainsi, l'engrais d'origine animale ou végétale ne sera plus à la portée du pauvre paysan. Le transport dans notre vaste pays ne sera plus accessible à tous. Le démantèlement de l'école publique se poursuivra avec la TVA sur le cahier, l'ardoise et le tableau noir. Dans sa volonté de réforme aveugle, le gouvernement a franchi le Rubicon en décidant d'activer les droits de mutation par décès, qui est, il faut le préciser, bel et bien une taxe, un impôt sur l'héritage. Dans le projet de loi des finances, il est dit, et je cite, « Cet impôt fait l'objet de rejet par les contribuables pour des raisons sociales et religieuses. Du reste, les services chargés du recouvrement éprouvent des difficultés pour appréhender les opérations irrélatives. La diminution du taux de l'impôt accompagnée de mesures administratives appropriées permettrait d'aboutir à des meilleurs recouvrements de cet impôt avec un appui administratif. Il apparaît clairement que, comme l'a dit le ministre des Finances, le gouvernement est déterminé à recouvrer cet impôt hérité de l'époque coloniale qui s'appliquera sur la part nette en numéraire recueillie par chaque ayant droit. Est-ce à dire qu'entre-temps, les considérations sociales et religieuses qui prévalaient ont connu une mutation pour faire de l'État un héritier de droit. À ces mesures nouvelles, il faut ajouter l'augmentation du prix de l'électricité suite à l'adoption, le 6 octobre 2017, du décret numéro 2017-796/PRN/ME portant approbation de la méthodologie tarifaire et de la structure des tarifs applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Nigélec, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2018. L'opposition refuse que le citoyen lambda paie l'inconséquence des politiques mal adaptées et mal réfléchies menées par une oligarchie qui rechigne à donner l'exemple. C'est pourquoi le groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa Hankouri proposera des mesures de baisse notable des dépenses, d'allègement des charges fiscales, surtout pour la frange vulnérable de population, et de diminution des cadeaux fiscaux consentis aux entreprises et aux firmes multinationales. Ce sont la réduction du train de vie de l'État, qui passe inévitablement par la diminution de la taille du gouvernement, des indemnités et autres avantages des membres du gouvernement et assimilés, des députés et des responsables d'institutions de la République, la suppression de certaines administrations de mission, le redimensionnement du parc automobile de l'État. La maîtrise des dépenses du personnel, qui croissent malgré la mise en veille des recrutements au niveau de la fonction publique et les effets financiers qu'induirait la révocation déplorable de plus de 12 000 enseignants contractuels. L'arrêt de la course à un endettement incontrôlé et irrationnel du pays et la prise de mesures hardies pour l'appurement de la dette intérieure. La prise en compte des investissements productifs et structurants sur les 228 milliards prévus pour le service de la dette publique. 115 milliards, soit 50,4%, sont destinés au remboursement des emprunts obligataires à court terme, communément appelés bons du trésor, qui servaient uniquement au paiement des salaires et pécules. L'arrêt de la politisation à outrance de l'administration, qui impacte
négativement les taux de consommation des crédits, dont le niveau atteint des seuils inquiétants qui n'encouragent pas les partenaires techniques et financiers à rehausser leur appui à notre pays. En 2016, le taux de réalisation des investissements sur fonds extérieurs n'est que de 37,49%. Et tout laisse supposer la détérioration de ce taux pour l'année 2017, car au 30 juin 2017, il n'est que de 8,13%. L'amélioration du niveau de recouvrement des impôts et taxes existants en mettant en œuvre des réformes réfléchies au niveau des régies des recettes, à savoir la DGI et la DGD, mais aussi et surtout en les dotant en ressources humaines et matérielles adéquates. La suppression des cadeaux fiscaux. À cet effet, il y a lieu de revoir la suppression pure et simple de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant Tati et de la taxe sur l'utilisation des réseaux de télécommunications Turtel. De reconsidérer la modification du mode d'imposition à l'IMF des marketeurs et promoteurs indépendants exerçant dans le secteur des hydrocarbures. Enfin, veiller au respect de la nature du régime semi-présidentiel qui fait du contrôle de l'action gouvernementale une des prérogatives essentielles de l'Assemblée nationale et décrocher de la présidence de la République la multitude de projets et programmes, ainsi que certaines administrations de mission qui s'apparentent à un gouvernement parallèle qui échappe à tout contrôle. C'est dire que face à cette situation de gestion chaotique des finances de notre pays, il y a lieu d'instaurer un nouveau cadre de prévision et de gestion qui privilégie l'efficacité et l'efficience. Ce nouveau cadre implique indiscutablement une reconversion des mentalités, donc un véritable changement de comportement. En tout état de cause, l'opposition parlementaire fera corps avec le peuple nigérien qui a tant souffert et qui aspire à une gestion qui privilégie véritablement ses aspirations légitimes. Je vous remercie.